Alors, est-ce que je peux résumer en disant que Carbios a trouvé une solution pour recycler le plastique à l'infini? Est-ce que c'est ça le résumé, le pitch de l'entreprise? Carbios est né de l'idée en fait du constat que le plastique apporte beaucoup à la société, mais on ne s'était pas assez préoccupé du déchet en plastique. Et donc nous apportons des solutions pour la fin de vie des plastiques. Donc effectivement pour le recyclage, mais aussi pour la biodégradation. Ça dépend des technologies, mais c'est exactement ça. C'est faire en sorte que le plastique, en tout cas certains types de plastique aujourd'hui, deviennent la matière première d'un procédé de fabrication complètement circulaire qui nous permettent justement de rentrer dans cette économie circulaire dont tout le monde parle, que tout le monde appelle de ses voeux, mais qu'on ne voit pas encore arriver vraiment concrètement parce que les technologies ne sont pas prêtes. Et les consommateurs, les citoyens, les gouvernements en parlent beaucoup, mais maintenant il est temps de le faire. Et nous apportons notre modeste contribution avec cette technologie qui permet de rendre certains types de plastique aujourd'hui, d'autres demain. Mais aujourd'hui, on a des technologies qui sont prêtes pour les polyesters, donc le PET essentiellement, qui est le plastique utilisé pour faire les bouteilles, pour faire les barquettes, mais également pour faire les fibres polyester, c'est le même. Donc cette technologie permet d'utiliser n'importe quel type de déchets en polyester pour faire n'importe quel type de produit en polyester, et ça à l'infini conceptuellement. Alors, pas tout à fait, parce qu'il y aura quelques fuites dans le procédé, à droite à gauche, mais Jack, le concept est vraiment celui-là, c'est du recyclage à l'infini, et c'est un véritable recyclage, c'est une véritable solution pour la fin de vie des plastiques. Parce que ce qui existe aujourd'hui, vous connaissez probablement un peu tous ce qu'on appelle les procédés bottle to bottle, où on Alors prend moi une je les connais pas bouteille. pour le coup et justement je trouve que ce serait intéressant qu'on reparte du début, comment ça fonctionne aujourd'hui parce que du plastique moi j'en ai tous les jours. J'estime que je fais les choses du mieux que je peux, c'est-à-dire que je le trie et je vais ensuite le mettre au bon endroit à la déchetterie, mais à partir de là qu'est-ce qui se passe et que deviennent les déchets plastiques aujourd'hui? Non, mais c'est très bien de faire ça, c'est très bien que tu fasses déjà ça, parce que tout part de là, et c'est vraiment la clé, c'est la collecte des plastiques usagés. Tant qu'il n'y aura pas une collecte importante, rien ne se fera. Donc c'est très important que chacun de nous fasse cette collecte et son tri. Parce qu'il Donc y a une des fois que fois tous les... des rumeurs et des appréciations de comment ça fonctionne, où on entend dire que finalement, quelque part, tout est trié dans les déchets, que même si on fait pas le tri et qu'on met dans la poubelle, il y a des machines derrière et que maintenant il y a une technologie qui permet de retrier les choses. En gros, c'est pas vrai. Si on fait pas le tri et l'effort de tri et de mettre le plastique dans le conteneur du plastique, il est perdu, il est brûlé. Bah, c'est mieux de le mettre dans le conteneur du plastique, parce qu'il y a certains pays qui ne le font pas, ils ont une seule poubelle. Et moi, j'ai visité des centres de tri où il y avait une seule poubelle, et ils récoltaient absolument tout, et c'est épouvantable par rapport à ce qui se fait en France, où quand on trie la poubelle jaune, il y a des technologies très efficaces pour séparer plastique, papier et autres matériaux, et même pour séparer les plastiques entre eux, polypropylène, Hmm. polyéthylène, Ouais, polyéthylène mais justement, terephthalate. c'est vrai que nous, en France, la collecte plastique, c'est le plastique en général et on n'a aucune culture du plastique. Nos voisins ici en Suisse, par exemple, quand on va dans les centres de tri chez eux, il y a au moins 4 ou 5 containers différents de plastique. Donc ça suppose aussi de leur part une culture de ces différents plastiques. Est-ce que chez nous, ils sont retriés ensuite? Est-ce qu'il y a une partie qui est perdue? Comment ça se passe? La majorité est triée. La majorité est triée par des technologies qui sont assez efficaces aujourd'hui. Ça peut être par gravité, donc on joue sur la densité différente des différents matériaux. Ça peut être par infrarouge, ce qu'on appelle le proche infrarouge. On arrive à trier aussi les matériaux. Non, non, ça marche, ça a des taux d'efficacité assez importants. Et donc, une fois que, quand tu as mis ta bouteille vide, ta bouteille d'eau minérale vide dans la poubelle jaune, elle se retrouve dans une balle, parce qu'elle est triée, elle va se retrouver dans une balle de bouteilles vides de même nature. Ces balles sont ensuite broyées, refondues, et on refait un matériau qui va resservir à faire du plastique, à faire une bouteille. Le problème, c'est que c'est pas vraiment à l'infini, parce qu'à force de broyer et de fondre le plastique, ben, il va perdre ses propriétés mécaniques et on ne pourra plus le faire plus que 6 ou 7 fois. Donc quand on n'arrive plus à le faire, ben, ça va finir à la fin de sa vie, ce plastique-là terminera ou bien en déchetterie ou bien en incinération. Donc c'est bien que ça existe parce que ça permet d'optimiser l'usage de ce plastique, mais ce n'est pas une véritable solution pour la fin de vie. Nous, ce que nous apportons, c'est une véritable solution de recyclage et non pas de réutilisation. Et donc, ça apporte une solution pour la fin de vie. On donne de la valeur également à des déchets qui aujourd'hui n'ont pas de valeur ou peu de valeur. Je vais prendre comme exemple les bouteilles colorées, les bouteilles opaques avec des fortes teneurs en pigments, les barquettes par exemple, les barquettes de nourriture que tu achètes au supermarché qui contiennent de la salade par exemple.
Il y a 1 million de tonnes de barquettes qui sont mises sur le marché chaque année en Europe. Il y a zéro collecte et zéro recyclage parce qu'il n'y a pas de technologie pour recycler ces plastiques-là. Nous, avec notre technologie, on pourra recycler les barquettes, on pourra recycler les t-shirts, on pourra faire une bouteille à partir d'un t-shirt et on pourra faire un t-shirt à partir d'une bouteille. Et ça, à l'infini. Aujourd'hui, dans les bouteilles qu'on jette et dans le plastique courant, quelle est la part de recyclé? Est-ce que quand on met au tri et la part qui va être recyclée, est-ce que c'est directement les mêmes produits, on voit pas la différence entre du plastique qui a déjà été utilisé, ou est-ce qu'aujourd'hui on fabrique complètement autre chose avec ce qui est recyclé? Aujourd'hui, il y a beaucoup de bouteilles qui sont fabriquées avec un contenu d'environ 25% de plastique recyclé. C'est assez courant. Après, il y a moins qui contiennent 50%. Puis en ce moment, il y a un problème d'offre. Il n'y a pas assez de plastique recyclé disponible sur le marché pour remplir la demande de tous les grands donneurs d'ordre, notamment en PET, qui ont tous pris des engagements très vertueux d'ailleurs, d'utiliser de plus en plus de plastique recyclé dans leurs emballages pour faire en sorte, pour mettre en mouvement cette économie circulaire. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de collecte, et donc il n'y a pas assez de plastique, de matières premières disponibles pour ces gens-là, pour les aider à remplir leurs engagements de développement durable. Parce que l'étape d'après, une fois qu'on a mis ces bouteilles et quand elles sont collectées, c'est quoi? C'est qu'il y a des entreprises comme la tienne qui les rachètent ces plastiques-là, ou ça se passe différemment? Alors nous sommes des fournisseurs de technologie. Nous, on développe une technologie, on ne sera pas opérateur de notre technologie. On va licencier notre technologie à des fabricants de plastique à qui on dira, aujourd'hui, vous avez une ligne de fabrication qui consomme de la matière première pétrochimique, donc grosso modo du pétrole, pour faire des bouteilles, enfin pour faire du plastique qui va servir à faire des bouteilles. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous brancher une unité, Carbios, qui au lieu de consommer du pétrole, va consommer des déchets, mais qui fera le même produit que vous savez faire par ailleurs, qui sera du PET. Vous allez continuer à faire la même chose, mais avec deux matières premières différentes. Vous aurez le choix de prendre du pétrole ou des déchets. Après, comme tu le dis justement, il faut que quelqu'un fasse en sorte que les déchets soient disponibles pour ces usines-là. Et ça, quand je dis quelqu'un, c'est un quelqu'un qui est un peu vague, qui est à la fois vague et collectif. C'est une grosse responsabilité extrêmement collective de l'ensemble des acteurs de toute cette grande chaîne de valeur du plastique. Et ça va du consommateur citoyen jusqu'aux fabricants de plastique, en passant par le gouvernement, en passant par le grand donneur d'ordre que peut être L'Oréal, par exemple, qui est un de nos partenaires, ou Orangina Schweppes, qui, eux, vont donner des ordres pour acheter de la matière, pour faire leurs emballages. Donc, toute cette chaîne-là, il y a une grande responsabilité collective pour mettre en place une filière de collecte massive de déchets plastiques qui, aujourd'hui, est insuffisante. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, en tant qu'usagers? Est-ce qu'on a un pouvoir de, je sais pas, de choisir certains types de produits plutôt que d'autres? Comment est-ce qu'on peut promouvoir des technologies de recyclage qui sont plus performantes que d'autres? Parce qu'on a l'impression que ça nous échappe complètement de l'extérieur. Alors, moi je dis souvent, il y a deux façons d'agir. C'est agir en tant que citoyen, donc on vote en fonction du programme des gens, et puis en tant que consommateur, on peut favoriser l'achat d'un produit qui est emballé dans un emballage qui contient du plastique recyclé. Ça, c'est plutôt vertueux parce que ça favorise justement la mise en route de cette économie circulaire, d'autant plus qu'aujourd'hui, le plastique recyclé coûte beaucoup plus cher que le plastique d'origine pétrochimique parce qu'il n'y en a pas assez. La demande est très forte, l'offre est limitée, et malgré ça, les grands donneurs d'ordre payent le surcoût du plastique recyclé parce qu'ils savent que d'abord ils se sont engagés à le faire et les consommateurs deviennent de plus en plus conscients de ces enjeux-là. Et une des façons, on dit pas c'est pas la seule, mais une des façons de réduire la pollution plastique dans le monde, de faire en sorte que ces 9 millions de tonnes de plastique qui finissent dans les océans chaque année s'arrêtent, parce que c'est bien ça dont il s'agit. C'est absolument insupportable. On ne peut pas continuer à accepter cette pollution plastique, alors que le plastique est un matériau qui apporte énormément à la société. Donc il faut arrêter la source de la pollution. Dépolluer les océans, c'est bien, mais c'est probablement impossible. Il faut arrêter la source. Donc il ne faut plus que ces plastiques aillent dans l'océan ou dans l'environnement. Et une des façons de le faire, en tout cas c'est notre conviction, c'est de donner de la valeur à tous les déchets plastiques en faisant des matières premières pour des nouvelles usines d'une économie circulaire. Tu disais, on n'arrive pas justement à se procurer le plastique aujourd'hui, et en parallèle, c'est paradoxal, mais il y en a plein les océans. On n'arrive pas du tout à récupérer le plastique qui est dans les océans pour en faire une matière première de votre technologie, par exemple, et le recycler. C'est un problème technique ou c'est un problème de coût? Ça coûte trop cher de le faire?
C'est les deux, et en même temps, c'est probablement pas très utile. C'est une vertu pédagogique certaine de dire aux gens allez récolter le plastique sur les plages, c'est bien, ça montre que il faut pas jeter les bouteilles dans l'océan parce qu'après ça se retrouve sur les plages. Mais les études scientifiques montrent que 90% du plastique qui a été mis dans les océans, on ne peut pas le récupérer parce qu'il est au fond des océans maintenant. Donc c'est plus possible. Donc c'est un peu une illusion de se dire on va nettoyer les océans. Encore une fois, je ne critique absolument pas les gens qui font ça, c'est bien, c'est une très bonne vertu pédagogique, mais je pense qu'il faut C'est pas la surtout solution. faut fermer le robinet, il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus de plastique qui arrive dans l'océan, c'est ça la clé. Est-ce qu'il y a des engagements qui vont dans ce sens-là? Enfin, tu l'as mentionné, mais du coup, j'ai pas le détail de ces engagements-là. Est-ce que les gens qui utilisent du plastique, notamment pour leur emballage, alors qu'ils pourraient faire autrement, est-ce que l'État, petit à petit, ou l'Europe, je ne sais pas, les contraint à des obligations de plus en plus draconiennes, ou est-ce que c'est encore très laxiste, on fait un peu ce qu'on veut? Non, non, alors d'abord, il ne pourrait pas employer autre chose, je pense, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est que si le plastique est employé de façon aussi importante, c'est parce que ça apporte beaucoup. C'est léger, c'est pas cher, c'est barrière, ça protège, ça fait que la chaîne, notamment de conservation des aliments, est beaucoup plus efficace. Enfin, ça a plein de vertus. Donc, c'est illusoire de penser qu'on pourra remplacer le plastique par autre chose. Quand on peut, on le fait, mais c'est assez marginal. Et ensuite, pour les engagements, alors ils n'ont pas attendu que les gouvernements légifèrent, notamment nos grands partenaires, ils se sont engagés volontairement à utiliser de plus en plus de plastique recyclé dans leurs emballages. Entre autres, ce n'est pas les seuls engagements qu'ils ont pris, mais pour ne citer que cela, par exemple, nos partenaires que sont L'Oréal, Nestlé, PepsiCo et Orangina Schweppes, ils ont tous pris des engagements d'utiliser entre 25 et 30% de plastique recyclé d'ici à 2025. Ce qui est énorme, c'est très très important. Et encore une fois, ça va permettre de tirer toute cette nouvelle économie circulaire. Alors en parallèle à ça, il y a l'Union européenne qui légifère et qui a mis des objectifs en disant il faudra que 75% des plastiques soient recyclés dans les pays membres de l'Union à horizon 2025. Il faudra incorporer 30% de plastique recyclé dans tous les emballages. Donc, il y a la législation qui se met en place, qui n'est pas forcément en avance par rapport aux engagements volontaires qui sont pris par les grandes entreprises. Et c'est essentiellement en Europe. Aux États-Unis, il n'y a pas de législation encore en vigueur. En Chine non plus, au Canada non plus, pas à ma connaissance, ni au Japon. Enfin bon, tout ça se met en place progressivement. L'Europe est plutôt en avance en termes de législation. Et il y a beaucoup de grands groupes, gros utilisateurs de plastique, qui ont tous pris, enfin je pense la plupart des grands groupes utilisateurs de plastique dans leurs emballages ont pris des engagements. Et on commence à voir les grands groupes utilisateurs de fibres synthétiques faire la même chose et prendre également des engagements pour utiliser de plus en plus de fibres recyclées dans leurs vêtements ou leurs chaussures, sachant que 2/3 de la production de PET, donc le plastique des bouteilles, 2/3 de cette production va dans la fibre et non pas dans l'emballage. Donc c'est également une question à se poser. C'est assez rare pour être souligné finalement que ce soit pas le cadre législatif qui pousse un changement, mais bien un acte volontaire d'acteurs qui anticipe, c'est peut-être pas que de la bonne conscience, qui anticipe peut-être sans doute que d'un coup, des changements de consommateurs peuvent opérer et qu'ils peuvent se retrouver très vite à ne plus arriver à vendre leurs produits parce que les gens n'en voudront plus, parce qu'ils auront lu ou qu'ils auront été sensibilisés par je ne sais quel reportage ou documentaire qui les aura choqués sur la manière dont est exploité le plastique. Exactement. Alors les consommateurs, c'est évidemment très important pour ces sociétés qui vendent des produits de grande consommation, mais également leurs employés sont très sensibles à ça, et de plus en plus sensibles, parce que les employés jeunes, on va dire ceux qui ont moins de 35 ans, regardent ce que font leurs employeurs, regardent les objectifs de développement durable et n'hésitent pas à quitter un employeur si celui-ci n'est pas assez vertueux. Donc il y a vraiment une double, je dirais, respecter les législations, en général les législations sont un petit peu en retard, donc ces grands groupes, moi que je connais en tout cas, essayent de conforter les consommateurs, c'est important, et voient les trends changer, à quoi sont sensibles les consommateurs, mais également leurs employés. C'est un acteur important de cette chaîne de décision. C'est vrai qu'on dit qu'en ce moment, il y a une crise et un changement massif, que ça va conduire à un changement massif de nos modes de vie, mais effectivement, c'est un changement dont on se rend compte qu'il a été amorcé il y a quand même pas mal de temps dans la prise de conscience des gens et dans l'envie de changer. Et donc, peut-être qu'on met du temps à voir émerger ces changements-là, mais ils sont en tout cas latents. Est-ce que tu peux nous expliquer, je ne sais pas si on est capable de comprendre, nous, non ingénieurs, non scientifiques, en quoi ta technologie est magique? Qu'est-ce que ça permet de faire et qui ne se faisait pas avant?
Ben, nous avons développé, nous, une enzyme qui est donc un catalyseur biologique. C'est une grosse protéine, donc une grosse molécule. Alors, tu sais ou pas, je ne sais pas, moi je ne savais pas trop en arrivant chez Carbios parce que je n'ai pas de formation de biologiste, mais l'enzyme est une molécule qui déclenche une réaction biologique. Et donc, on a dans notre corps, nous, enfin dans tous les êtres humains, mais y compris dans tous les êtres vivants, mais en particulier dans l'homme, on a des centaines d'enzymes qui circulent, qui sont fabriquées par nos micro-organismes et qui servent à déclencher des réactions. Donc, ce qu'on appelle un catalyseur biologique. Mais que vous avez créé ou qui existait? Alors, ça existait. Elle existait dans la nature, celle qu'on a trouvée, et on l'a optimisée pour en faire une bête de course pour une réaction que nous souhaitions lui faire, qui est la déconstruction du plastique. Donc, un plastique, c'est une longue chaîne d'une même molécule. Alors, dans le cas du PET, c'est une longue chaîne de 2 molécules, en fait, qui se multiplient des milliers de fois. Pas dans une réaction qu'on appelle la polymérisation. Donc, ça fait une très, très longue chaîne de molécules, c'est le plastique. Et notre enzyme, en fait, va déclencher la réaction inverse de déconstruction. Donc, tac, 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 elle déclenche cette réaction, elle casse la molécule de plastique pour revenir aux 2 composants initiaux de ce plastique PET, qui sont 2 molécules qui s'appellent d'un côté l'acide téréphthalique, c'est un peu technique, de l'autre côté c'est de l'éthylène glycol. Et après, on les sépare, on les purifie et on les réinjecte dans une usine qui va refaire une polymérisation. Donc voilà, c'est vraiment comme ça la boucle est bouclée. C'est que vous déconstruisez le plastique avec un truc qui le mange en gros. Alors ça ne le mange pas parce que l'enzyme c'est pas un organisme vivant, c'est fabriqué par des organismes vivants, mais c'est pas un organisme vivant, c'est un catalyseur, donc ça déclenche une réaction. Dans le cas de notre enzyme, elle va déclencher la réaction de déconstruction du polymère. Et la force de ce procédé, c'est que l'enzyme est extrêmement sélective, donc elle ne fait que déclencher la réaction de dépolymérisation du PET, parce qu'elle a été faite pour ça, elle a été optimisée pour ça, mais elle ne fait que ça. C'est-à-dire qu'en présence d'impuretés, il ne se passe rien. Donc on est sûr de n'obtenir comme résultat de cette réaction que les monomères constitutifs du polymère, uniquement. Et donc, on a un procédé qui est extrêmement tolérant vis-à-vis des matières premières. Et c'est ça la grande originalité de ce procédé par rapport aux autres procédés, c'est qu'on est capable, à partir de n'importe quel type de déchet en PET, de fabriquer n'importe quel type d'objet en PET. Ce que je disais au début, à partir d'un t-shirt noir, on va pouvoir faire une bouteille transparente. Parce que j'ai souvent entendu dire que, par exemple, les couleurs de plastique que j'avais entendu, notamment dans une journée qui avait été organisée par le CJD, qui s'appelait Impact, sur la sensibilisation à tous ces sujets-là, que c'était assez catastrophique qu'il existe des bouteilles rouges, par exemple, parce que après ça se mélangeait tout et ça faisait des couleurs de plastique, etc. C'est un problème qui n'existe pas avec votre solution. Tout à fait. Nous, c'est pas un problème pour nous, puisqu'on arrive on isole complètement les constituants, et que ce soit du bleu, du vert, du jaune, on s'en contrefiche. À la fin, on a du plastique transparent comme s'il était fabriqué à partir de pétrole. Et concrètement, ça représente quoi? Tu disais, vous vendez la technologie à des gens qui vont faire du traitement de déchets. Ça représente un processus de combien de temps? Et ça se présente comment? C'est des machines à acheter? C'est la licence de cette enzyme? C'est quoi exactement? La licence qui sera prête de début 2020, mi-2022, on va dire, ce sera en fait un énorme document qui s'appelle un Process Design Package, qui est une grosse bible dans laquelle on va décrire complètement le procédé, tous les équipements qu'il faudra utiliser, la taille, les matériaux à utiliser, les énergies nécessaires pour faire tourner ces équipements. Ça va être des gros réacteurs, donc ce qu'on appelle un réacteur d'hydrolyse enzymatique, c'est une grosse gamelle avec un agitateur dans laquelle on va mettre un mélange d'eau, de plastique, de déchets plastiques sous forme de poudre, d'enzymes. On va laisser mélanger tout ça, on va chauffer, on va laisser mélanger pendant quelques heures et on aura à l'issue une phase solide dans laquelle il y aura tout ce qui n'est pas du PET, qui sera le déchet final de la réaction. Et dans la partie liquide, il y aura les 2 monomères dont je te parlais tout à l'heure, et ceux-là, on les séparera et on les purifiera pour après les réinjecter dans une usine de PET. Donc ça, c'est ce sur quoi on est en train de travailler, ce sur quoi on va construire une usine de démonstration dans le sud de Lyon, à Saint-Fond, en face de Pierre-Bénite, là, sur la rive droite du Rhône. Et avec cette usine de démonstration, qui sera prête normalement 2e trimestre de l'année prochaine, on va générer suffisamment de données de procédés
pour être capable d'écrire ce fameux document qui s'appelle un Process Design Package, avec lequel on va vendre des licences à des fabricants de PET en leur disant, messieurs, voilà, on a des clients qui veulent acheter le produit fait avec notre procédé, on a un procédé, une technologie qui fonctionne, on l'a démontré, et donc on vous propose de vous vendre ce procédé, et charge à vous de construire votre usine à partir des spécifications qu'on vous donne. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Tu présentes le truc avec beaucoup de modestie, mais on a le sentiment que c'est un problème majeur, le traitement des déchets et notamment des plastiques. Enfin, en tout cas, c'est un sujet qui revient tout le temps. Est-ce que, potentiellement, ça peut changer le monde? Est-ce que vous êtes les seuls à avoir cette technologie-là au monde? Ou est-ce qu'il y a plein de technologies émergentes qui sont en train d'arriver et vous êtes un parmi d'autres? Alors, on est les premiers et les seuls au monde à avoir une technologie biologique de recyclage du PET. On est les premiers et les seuls au monde à avoir eu l'idée d'utiliser les enzymes dans un procédé de recyclage de plastique. Il y a d'autres procédés qui sont plus traditionnels, qui existent depuis 30-40 ans, qui n'ont jamais vraiment bien marché, maintenant qui reviennent un petit peu à la mode, qui sont des procédés plus chimiques que biologiques, donc avec à plus haute température, peut-être un petit peu moins de pureté, un petit peu moins tolérant par rapport aux matières premières. Mais il y a une telle demande aujourd'hui pour plus de matières premières, de plastique recyclé, comme tu le devines justement, il y a pas mal de gens qui travaillent sur ces technologies. Mais Carbios est la première et la seule à a eu l'idée de marier ces deux sciences que sont l'enzymologie d'un côté, la science des enzymes, et le plastique de l'autre. Et donc on est les seuls à faire ça. Et on pense qu'on va devenir leader mondial du recyclage de plastique, parce que notre technologie, elle est biologique, donc à basse température, pression atmosphérique, elle est dans l'eau, donc elle est extrêmement séduisante, elle est très tolérante avec les matières premières. Donc on pense qu'on va vraiment être capable de répondre à cette demande énorme pour plus de plastique recyclé et contribuer de cette façon à réduire la pollution plastique dans le monde. Et il y a un brevet sur cette technologie-là ou c'est parce que c'est très compliqué que les autres ne peuvent pas le refaire? Non, il n'y a pas un brevet, il y a 38 brevets. Donc, non, il y a beaucoup de brevets. C'est notre seule richesse aujourd'hui, puisqu'on n'a pas de chiffre d'affaires. On a des actionnaires qui nous font confiance, mais on est C'est coté la à la question que bourse. j'allais te poser justement sur comment, en termes de culture d'entreprise, comment on développe ces savoir-faire-là quand justement on a l'ambition, mais qu'au départ il n'y a rien. C'est combien de personnes qui travaillent, pendant combien de temps et financé par qui? Financé en partie par nos actionnaires au début de l'aventure Carbios, en partie par de l'argent public français, parce que la France sait financer l'innovation, donc ça, elle fait ça très bien. C'est un peu plus difficile de financer l'industrialisation, mais le financement de l'innovation en France se fait de façon très efficace, donc on en a beaucoup bénéficié avec ce qui s'appelait à l'époque les fonds OSEO Easy, qui s'appelle maintenant BPI France, avec l'ADEME qui nous accompagne encore aujourd'hui, et puis les actionnaires, qui sont des actionnaires privés. Il y a eu Mais Truffle pour Capital, qui est un les fonds convaincre, au départ, vous avez un truc très concret en vous disant on a une piste et on est quasi sûr que ça va marcher, donc suivez-nous, ou vous partez vraiment de rien et vous arrivez à convaincre des gens de vous donner des sommes importantes pour développer un truc en partant de rien, donc sans la garantie que vous allez avoir la solution à la fin. On avait un début de preuve de concept, mais on n'avait pas vraiment encore de preuve de concept au moment où on a lancé le gros programme de recherche collaboratif qui a démarré en 2013. On avait un début d'enzyme qui avait un tout petit peu d'activité sur certains types de plastique. Mais on était persuadé d'être capable, avec beaucoup d'efforts et beaucoup de créativité, d'optimiser cette enzyme. Donc ce qu'on a réussi à faire, ça nous a pris plusieurs années, ça a coûté plusieurs dizaines de millions d'euros, et ça s'est fait grâce à la fois aux compétences des équipes internes de Carbios, qui travaillaient en étroite collaboration avec un laboratoire à Toulouse, qui est le Toulouse Biotechnology Institute, qui est un laboratoire de l'INSA Toulouse, qui a apporté beaucoup de compétences aussi. Et donc ensemble, on a réussi à amener cette innovation sur le marché. Donc maintenant, il faut vraiment qu'on passe à la phase industrialisation. Et ça passe par usine de démonstration, puis première licence, et après plusieurs licences chaque année. Il n'y a pas de raison. Il y a du PET, il s'en fabrique partout dans le monde. Il y a des usines absolument partout, et ils s'en consomment partout dans le monde. Donc des déchets, il y en a partout.
J'ai une dernière question, Martin, après je crois qu'on doit être libéré. Est-ce que ce sera rentable un jour? Parce que j'imagine que c'est toujours moins cher, c'est ce que tu disais au début de notre échange. C'est toujours moins cher de mettre du pétrole et de pas fabriquer du plastique à partir de rien qu'en recycler. Est-ce qu'il y a un espoir qu'un jour ça coûte moins cher avec votre technologie, si elle est Alors, adoptée par tout le monde? oui, les grands spécialistes de ces technologies d'hydrolyse enzymatique pensent que notre procédé a le potentiel d'être à isocoup avec un procédé pétrochimique. Le potentiel, après, on ne dit pas quand. Il ne faut pas Hmm. oublier que l'industrie du polyester, elle a plus de 40 ans d'expérience et elle a des centaines de millions de tonnes d'expérience. Et donc, ils sont arrivés à un niveau d'efficacité monstrueux. C'est-à-dire aujourd'hui, les grosses usines de PET, quand on les construit, c'est des capacités de 800 000 tonnes, ce qui est absolument gigantesque. Et donc, il faudra nous laisser du temps, mais on pense qu'en progressant sur la courbe d'expérience, on arrivera à être à isocoup avec le PET pétrochimique. Mais au début, il faudra payer plus, mais les gens sont prêts à le faire, puisque dès aujourd'hui, ils payent déjà le PET recyclé mécaniquement 40% plus cher que le pétrochimique, parce que les gens se disent, il n'y a pas que le coût qui compte, il y a aussi ce que veulent les gens. Et donc les consommateurs, les citoyens, les gouvernements veulent plus de plastique recyclé dans les emballages, veulent arriver vers une économie plus circulaire. Et donc tout ça, ça a un coût, en tout cas au début, le coût de mise en route. Voilà, moi je le vois un peu comme ça. Et donc même avec un surcoût par rapport au PET pétrochimique, surtout aujourd'hui avec un pétrole qui est à 20 $, c'est vrai que le PET va pas coûter très cher. Hmm. Mais malgré ça, notre procédé a beaucoup de potentiel économique. Bah, en tout cas, c'est assez incroyable. On a l'impression d'assister au début de quelque chose. Alors, on peut que vous souhaiter bon courage. Et j'ai retenu aussi que nous, en tant que consommateurs, même si on n'y connaît rien, on peut faire l'effort de regarder Bien sûr. si le plastique qu'on achète est recyclé ou pas pour augmenter cette demande et quelque part faire bouger les industriels et les gens qui utilisent des emballages vers du plastique plus recyclé. On peut tous faire quelque chose à notre échelle. Merci beaucoup, Martin, pour le temps que tu as consacré à nous expliquer cette technologie. Bravo à toute l'équipe de Carbios pour cette avancée assez incroyable.